Les paysans au village sont peut-être très faibles, mais ils sont pas seuls. La nouvelle de votre présence maléfique à proximité du village s'est répandue et les chasseurs et autres héros des quatre coins du monde se sont réunis pour seul objectif de vous vaincre. Alors, préparez-vous car le village attaque. C'est parti. Ok, alors si on regarde Village Attack, qui à première vue semble être un jeu de dungeon crawler avec des tuiles, des minis, dans un monde fantastique, mais c'est pas ça. Ça y ressemble beaucoup, mais c'est plutôt un tower defense. Alors, qu'est-ce qu'un tower defense? On a des personnages qui vont se faire attaquer et on va devoir se défendre nos positions pour réussir à passer une série de scénarios. Ressemble beaucoup à Zombicide, dans le sens qu'on va avoir des vagues de villageois dans le cas présent qui vont venir attaquer des démons. On incarne donc des différents démons. On peut être de différentes classes, que ce soit des personnages mythiques, des personnages qui ont des malédictions, qui ont des pouvoirs arcaniques, donc de la magie, des undead, des morts vivants ou des démons. Alors, ces différents types de races. On en a énormément avec le Kickstarter, donc on peut incarner toutes sortes de personnages. Et le jeu est basé sur une mécanique très simple de dés à la King of Tokyo. Alors c'est ce qui en fait un peu une particularité. Après ma barre, on dirait un énorme jeu très difficile, très complexe, mais c'est un jeu très simple de figurines qui peut ressembler un peu à la Zombicide. On va regarder ça ensemble, comme on dit, donc Village Attack. On va devoir se défendre. Alors on a un livre de règles qui comporte quand même pas mal de pages de règles. On parle de 23 pages je crois. Le reste on va tomber dans des scénarios. Donc le jeu vient avec une série de scénarios qui part d'un tutoriel très simple à des parties plus complexes. Donc on a 14 scénarios dans le livre de base. On a possibilité également d'aller chercher avec le Kickstarter. Donc ici j'ai un livre qui va être au niveau de l'artistique de chacun des personnages. C'est vraiment le point fort du jeu. L'artistique est vraiment époustouflant. Et on fait affaire avec toutes sortes de mythologies. Le Horseman sans tête ici. Alors on va revoir différents types de personnages qui vont apparaître. Et ce livre-ci nous donne droit également à la fin à un certain nombre de scénarios supplémentaires, ce qui est quand même assez bien. Donc j'ai ça ici. Donc des scénarios 17, 18. Donc on a 4 scénarios supplémentaires ici. Et on en a d'autres avec la campagne. Présentement sur Kickstarter a lieu la campagne. C'est pas un standalone extension, c'est une extension qui va reprendre toutes les mécaniques de base qu'on a ici, mais dans un univers un peu médiéval, plus au niveau japonais, donc fantastique japonais, qui est assez intéressant également. On va avoir quelques petites nouveautés, mais essentiellement le jeu est un peu similaire. Donc on a des scénarios, ici je viens de terminer un scénario dans lequel on avait ici deux personnages. Donc ici j'ai Jack of the Lantern et Krampus qui sont les deux personnages que j'ai joués. Le jeu se joue en solo avec deux personnages et on peut aller comme ça jusqu'à 5 personnages. Donc c'est 1 à 5 joueurs. C'est des parties variant de 45 minutes à 2 heures dépendamment du scénario qu'on prend. Il y en a des scénarios plus complexes que d'autres. Généralement, on va devoir donc défendre le cœur du château. Donc ici, c'est représenté par cette tuile-ci, qui essentiellement est l'énergie dans laquelle on puise nos personnages. Donc nos personnages vont être alimentés par ce cœur-ci. On va se déplacer dans le château et pour aller se débarrasser des intrus qui arrivent de plus en plus nombreux pour nous faire fuir de la place. Et par contre, eux, leur mission, ça va être souvent de tuer le cœur, donc ils vont venir attaquer le cœur du château. On va avoir ici un certain nombre de points de vie, si on veut, de cette roche-ci. Les paysans vont, à tour de rôle, essayer d'arriver et de détruire cette pierre-ci, ce qui va mettre fin à la partie et on va avoir perdu. Dans notre cas, nous, souvent, on a géré ici un marqueur qui est de morale. Donc, les villageois vont arriver avec gonflés à bloc pour pouvoir venir nous débarrasser. Mais plus on va les attaquer et plus leur morale va être affaiblie. Et là, ça va réduire. Si on ramasse ça à 0, à ce moment-là, on va avoir gagné. Ça, c'est le principe de base, mais chacun des scénarios va avoir différentes conditions.
Dans certains scénarios, il va falloir capturer des villageois ou se défendre contre des héros. Un scénario à l'autre, c'est très différent. Quelques types de villageois qui vont apparaître. Lorsqu'on va débuter la partie, on va avoir des endroits avec des lieux où est-ce que les villageois vont apparaître. Dans le cas présent, j'en ai un ici, un là-bas. Et à chaque tour, on va tourner une carte et on va dire si je suis au début de la partie. C'est 4 paysans qui vont apparaître, au milieu de la partie 6 et à la fin 8. Tout ça est déterminé selon le scénario et selon la morale des troupes. Donc, on peut faire apparaître soit des paysans, qui est le personnage de base. On peut faire apparaître également des hunters. Donc ici, j'ai un chasseur. Et les chasseurs sont plus puissants, ils viennent en moins grand nombre. Par contre, eux peuvent attaquer à distance, comme on le voit ici avec la flèche. Et éventuellement, on peut également faire apparaître ce qu'on appelle ici des héros. Et les héros ici sont déterminés avec les casques. À ce moment-là, on va piocher des cartes et on va faire apparaître des personnages beaucoup plus puissants. À présent, ici, j'ai un paladin, j'ai 8 points de vie, j'ai un déplacement et on a tous des spécifications à nos personnages. Et on va avoir une cible prioritaire. Dans le cas présent, lui, il pourchasse les undead. Alors, si j'ai un personnage de undead, comme ici, j'ai Jack of the Lantern, c'est un mort vivant, c'est le personnage qui va le pourchasser. À ce moment-là, on va mettre une base de la couleur de notre personnage. Le undead, il est toujours vert, on le voit ici. Ici, la base va être verte. Et à ce moment-là, lorsque lui va arriver en jeu, il va pourchasser mon personnage vert. S'il l'attaque, il va toujours faire plus 1 de dommage lorsqu'il va attaquer le personnage pour lequel il va avoir une affiliation. Même chose lorsqu'on va tirer pas un villageois, mais un chasseur. À ce moment-là, on va prendre les jetons des classes des personnages. Dans le cas présent, ici, j'ai un démon et un undead. On va mettre ça dans un sac. Et à chaque fois qu'un personnage va rentrer en jeu, on va tout simplement piocher une des deux icônes. Et ça va être le personnage qui va être le Nemesis, donc lequel il va pourchasser. Alors chacun des personnages, comme ici, lui va avoir comme cible prioritaire ce personnage-ci et celui-ci avec une association de couleurs qui fonctionne très bien. C'est pour le principe de base des personnages, donc c'est assez simple, 3 types de personnages. On a un 4e type de personnage qui vient dans une des extensions que vous pourrez découvrir par vous-même, mais le jeu de base, c'est des villageois qui se déplacent de 1, qui attaquent de 1. Les chasseurs se déplacent de 1, attaquent de 1, mais peuvent attaquer à distance. Donc, on peut attaquer sur une case adjacente. Et les héros ont tous des particularités. Donc, c'est les personnages les plus difficiles, les plus puissants. Nous, lorsqu'on va se débarrasser de villageois ou de hunters, on va faire, donc on va baisser la morale, ce qui est notre objectif, mais on va également récupérer des points d'expérience, parce que chacun des personnages ici ont des points de vie. Dans le cas présent ici, j'ai 9 points de vie pour mon personnage et j'ai 7 en expérience. Donc, on va accumuler des jetons d'expérience à chaque fois qu'on va réussir à anéantir des personnages. Et ça va nous permettre de monter de niveau. Donc, lorsque j'ai accumulé dans le cas présent 7 points d'expérience, je vais pouvoir les défausser et aller chercher une amélioration, puisque nos personnages ont tous une compétence de base. Comme ici, j'ai Trash pour mon personnage, qui va me permettre donc d'utiliser une des phases de dés, qui est ici le Retaliate, pour avoir une compétence spécifique. Et lorsque je vais dépenser des points d'expérience, je vais pouvoir aller en augmenter. Donc, chacun des personnages ont 3 barrettes de compétences qui sont recto-verso, donc on peut améliorer 2 fois, et sont spécifiques à chacun des personnages. Ce qui en fait une belle rejouabilité parce que chacun des personnages vont se jouer vraiment d'une façon différente d'un à l'autre. Donc, dans le cas présent, si je dépense mes points ici, je peux aller chercher donc le Childhood Fear, je peux faire peur aux enfants. Mais donc ça me donne une compétence supplémentaire, donc une utilisation de dés supplémentaires. Si j'ai déjà la compétence en jeu, je peux également utiliser mes points d'expérience pour pouvoir augmenter au niveau 2 la compétence. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau de la progression des personnages. On a nos points de vie également, alors on a un nombre de points de vie. Si jamais on vient à tomber à 0, on ne meurt pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on retourne au début de l'emplacement initial, donc qui est le cœur de notre château, et on va tout perdre nos habiletés et on va repartir à 0 sur cette pièce-ci. Donc, il n'y a pas d'élimination de joueurs, seulement si on a atteint la condition de défaite, à ce moment-là, on perd ou on gagne collectivement, c'est un coopératif. Tout ça se joue avec des dés. Alors, on a ici une série de dés, donc 6 dés. C'est très simple. Donc, comme je vous dis, au début de chacun des tours, on va brasser les dés et on va les attitrer
selon les cases qu'on peut faire. Donc, si on regarde les différentes facettes des dés, alors on peut attraper des griffes qui me permettent de faire une attaque sur une case, donc en mêlée, sur une case où est-ce que je suis. Si je suis ici, je peux attaquer des personnages qui est là. Je vais tout simplement l'enlever. Donc c'est très très simple. Ça fait un dégât. Si je m'en vais avec celui-ci, c'est une attaque à distance. Donc je peux être sur la pièce adjacente et l'attaquer. À ce moment-là, je vais me débarrasser d'un joueur dans une pièce adjacente. On peut aller également avec de la magie. Donc la magie, certains personnages vont utiliser la magie. On le voit ici, donc si je prends le Childhood Fear, ici je peux attribuer le dé ici pour utiliser cette compétence-ci. Donc il faut débloquer. Dans certains cas, ils sont déjà sur les cartes. Dans d'autres cas, il faut débloquer des habilités pour être capable de le faire. C'est une des choses qu'on peut faire. Ou si on revient dans la pièce au centre, qui est le cœur du château, on peut utiliser la magie pour utiliser l'aura de la pierre pour pouvoir se guérir. Donc ça me permet également de me guérir si je suis dans cette pièce-ci. On a Retaliate ici, donc une contre-attaque ou une riposte qu'on peut utiliser, qu'on va mettre dans notre secteur de défense. Donc ici, je peux mettre 2 dés en défense. Et ce que ça fait, c'est si je subis une attaque, je vais pouvoir riposter avec un nombre équivalent de dégâts. Donc ça va me permettre de riposter. Ou avec un bouclier qui va me permettre de me défendre, qui absorbe jusqu'à 2 points d'attaque d'une seule attaque. Donc si j'ai 2 personnages qui s'en viennent sur moi et j'ai un 2, même s'ils font chacun 1 point d'attaque, c'est 2 attaques séparées. Donc celle-ci va être contrée par mon bouclier. Par contre, celle-ci va me toucher puisque je vais avoir utilisé mon bouclier sur ce personnage-ci. Ensuite, on a un autre icône qui apparaît, c'est la fameuse torche allumée. C'est significatif des paysans ou des personnages qui sont sur le plateau qui vont nous attaquer. Donc, à chaque fois que j'ai attrapé un jet comme ceci, on va avancer vers le cœur, vers le centre, le personnage le plus loin. Donc, on compte le nombre de cases et on va tout simplement faire progresser un personnage vers leur objectif, c'est de détruire le cœur. Par contre, c'est sûr que si j'ai des personnages qui sont associés, ils vont s'en aller vers les personnages qui sont leur cible prioritaire. Alors, comment ça fonctionne? On brasse les dés. Et si on a 3 dés identiques, c'est le cas ici, c'est la seule façon qu'on peut relancer. Donc, si j'ai 3 dés de magie, je peux relancer, je peux choisir de prendre mes 3 dés et relancer ces 3 dés-ci. À ce moment-là, je peux refaire une nouvelle combinaison. Je ne peux jamais donc avoir eu à ce moment-là un autre dé qui serait arrivé sur une autre phase. J'aurais pu reprendre ces 3 dés-là et les rebrasser. Comme ici, j'ai plein de boucliers. Je peux reprendre mes boucliers et recommencer. Donc, jusqu'à temps que je décide d'arrêter ou jusqu'à temps que je n'aie pas de trio et plus. Les flambeaux, donc les flammes des paysans, peuvent être rebrassés également si on a 3 identiques. Première chose qu'on fait, donc on fait avancer nos paysans. Ensuite, on va déterminer ce qu'on veut faire avec les attaques. Donc, je pourrais me décider de prendre 3 attaques à distance, 2 de magie. J'ai pas de magie. À ce moment-là, je pourrais prendre mes dés puis les mettre en mouvement. Dans le mouvement ici, dans le cas du personnage-ci, j'ai 3 dés que je peux utiliser. Donc, je peux me déplacer 3 fois. Alors, c'est pour chacun des dés, je vais me déplacer. On peut mettre n'importe quel dé pour se déplacer. On peut, en défense, mettre soit une riposte ou un bouclier qui va me permettre de soit me défendre ou soit de riposter. Et je peux avoir des dés de réserve. Dans certains cas, ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 1. Ce que ça dit, c'est que je veux me garder. J'ai une attaque, supposons, ici, en mêlée, mais j'ai personne sur ma case. Je veux décider de le conserver. Je vais le mettre dans mon dé de réserve. Et à ce moment-là, on va prendre un des jetons qu'on a. Et on va mettre, donc, pour se rappeler que le tour suivant, on va déjà avoir un dé de moins brassé parce qu'on va déjà avoir un dé qu'on va avoir conservé pour le tour suivant. Donc, aussi simple que ça. Ensuite, on passe les dés au deuxième personnage qui va faire la même chose. On a un jeton qui va se promener d'un à l'autre selon l'ordre de tour de jeu qui va être différent d'un tour à l'autre. Lorsqu'on a fini le tour des monstres, puisqu'on incarne les monstres, on passe au tour des paysans. Alors, tout ça est décrit donc dans la fin de notre livre qui est ici. Donc, on a la phase de monstres qu'on peut donc bouger, attaquer, activer des habilités de nos personnages,
interagir avec des objectifs. Certains objectifs, certains scénarios vont avoir des objectifs à faire dans les différentes pièces. On peut faire ça également. Et on peut placer des trappes. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est l'aspect peut-être intéressant du jeu. C'est les fameuses trappes. Donc, on va avoir ici une pile de cartes. À chaque tour, on va rajouter un nouveau piège. Et c'est des pièges qu'on va pouvoir acquérir selon ici l'icône qui est marquée là. Donc ici, le dé, je peux l'utiliser pour faire une attaque en mêlée. Ou dans le cas présent, je peux acheter cette carte-ci et la positionner sur la tuile que je suis si je respecte les conditions. Dans le cas présent ici, elle s'installe seulement dans un corridor. C'est le symbole du corridor ici. Et elle va affecter tous les hunters, donc tous les chasseurs et tous les paysans, avec 3 dommages. Et elle va rendre étourdis les chasseurs. Donc, je peux l'acheter seulement si je suis dans un corridor. Dans le cas présent, je suis sur une grande tuile. Je ne pourrais pas l'acheter. J'ai des tuiles moyennes et j'ai des corridors. Donc, pour être capable d'acheter cette tuile-ci, il faut que je sois dans un corridor. Par contre, je pourrais très bien ici dire, je vais acheter le chandelier. Ici, c'est un chandelier qui va tomber du plafond et qui va affecter tout le monde. Ça, c'est le symbole pour tout le monde et ça s'installe dans une grande pièce. Alors, je pourrais très bien dire, je vais prendre mon dé pour acheter ici le chandelier. Je vais positionner un piège. Lorsque les villageois vont arriver, on va le faire tomber dessus et ça va donc s'activer à ce moment-là. Donc, ça, c'est assez intéressant. Au niveau des pièges, on va être capable de peupler notre manoir, notre donjon de pièges. On va ensuite activer les différents villageois. Alors, en partant de ceux qui sont le plus proches du centre, du cœur du château, on va les activer les uns après les autres. Dans l'ordre, ils vont attaquer. Donc, s'ils sont en position d'attaquer, ils vont attaquer. Ensuite, ils vont bouger. Et ensuite, on va toujours utiliser cet ordre-là. Donc, le personnage qui est ici, vu que c'est un villageois, il attaquera sur la même case. Ils peuvent juste attaquer en mêlée. Donc, ils vont avancer ici. Ils ne pourront pas attaquer ce tour-ci. Ça va être au début de l'autre tour qu'ils vont attaquer, puisque c'est des villageois. Par contre, si j'ai ici un hunter, le hunter peut attaquer directement sur la cage adjacente. Donc, il va commencer par attaquer. Ensuite, il va avancer. Et sachant que lui, son target prioritaire, c'est lui. Il va continuer le tour suivant de se rendre en direction de son objectif. Ensuite, donc, on va faire activer des pièges. Si les personnages rentrent dans des zones de pièges, on va les activer, on va faire les dégâts. Et on va utiliser les cartes ici pour faire arriver de nouveaux villageois dans les secteurs de jeu. Certaines zones vont être différentes que d'autres selon le scénario. Donc le scénario peut nous dire que certains types de monstres vont arriver en jeu juste à partir de telle et telle condition. Donc c'est selon le scénario. Ensuite, lorsqu'on a terminé la phase des villageois, on va aller au clean-up phase. Donc on va enlever tous les jetons tokens, puisqu'on peut avoir différents jetons donc de silence, de nous ralentir, de nous affaiblir. Donc, c'est des conditions qu'on va pouvoir avoir. Ça s'enlève. Et ensuite, on va ajouter une nouvelle trappe à l'offre. Et on va passer le jeton premier joueur. Et on va tout simplement continuer comme ça. On va également avoir ici le village event. Donc, on va commencer au début. Et à chaque tour, on va l'augmenter du nombre de personnages qu'on a. Donc, si j'ai 2 démons, donc à chaque tour ici, il va augmenter de 2. Et le scénario va nous dire au chiffre 5, 10, 15, il va y avoir des événements. À ce moment-là, on va piocher un nouvel événement et on va l'attribuer pour le round en cours. Donc ici, dans le cas présent, tous les hunters, tous les chasseurs vont faire plus 1 de dommages. Et ça, le symbole dit que c'est pour le tour au complet. Dans certains cas, c'est des effets immédiats. Donc ici, on va faire apparaître directement 3 nouveaux paysans. Alors, c'est des événements qui vont venir changer un peu la donne du jeu. Certains scénarios également vont avoir des conditions de salle. Donc, dans le cas présent ici, je crois que je ne pouvais pas attaquer les hunters dans ce secteur-ci. Et dans ce secteur-ci, tous les paysans font plus 1 de dommages. J'ai également des pièces, comme ici, c'est un jardin qui est partiellement éclairé. Donc, si je finis mon tour là avec
un vampire, exemple, ben, il va commencer à brûler et là, on va avoir donc des dommages qui vont s'accumuler. Donc, tout ça reste assez thématique, c'est assez bien fait à ce niveau-là. Il y a également des règles avancées pour rendre ça un petit peu plus piquant pour ceux qui y ont fait le tour du jeu. Alors ici, j'ai un troll. On peut donc ajouter les fameuses cartes de troll qui vont être... c'est un personnage qui va se promener dans le château et lui qui va tuer à peu près tout ce qui bouge. Ça inclut les monstres, les démons, les paysans. Donc, lui, il anéantit tout le monde sur son passage. Ça, c'est assez intéressant. Et on a également la possibilité d'avoir ici une variante avec le jour et la nuit. Donc, on a un jeton qui va s'alterner jour et nuit. Et on va avoir ici un dé lorsqu'on est de jour qui va être essentiellement que des torches. Donc, nos paysans vont être plus forts de jour parce qu'ils vont avoir une meilleure vision. Donc, ça risque d'être plus problématique. Et de nuit, nous, on a par plus de possibilités d'attaque. Donc, un dé qui a essentiellement que des attaques de distance et de mêlée supplémentaires. Alors, on alterne comme ça de jour et de nuit. Ça aussi, c'est assez intéressant. Comme je vous dis, il y a énormément de personnages avec le all-in du Kickstarter. Donc, je remercie d'ailleurs René Philippe de m'avoir passé sa copie. Il m'a permis de l'essayer et de vous faire ma critique. Alors, on regarde ça à l'instant. Critique de Village Attack. C'est parti. Alors rapidement, au niveau du matériel, rien à dire, c'est vraiment un jeu de haute qualité au niveau de la production. Les figurines sont vraiment magnifiques. Beaucoup de détails au niveau des figurines. L'artistique du jeu aussi est vraiment superbe. Donc vraiment, belle réussite à ce niveau-là. J'ai mis un 5 sur 5. Au niveau des règles, on a 23 pages de règles, comme je vous ai dit. C'est écrit petit, il y a des illustrations quand même, il y a des exemples. C'est pas un jeu compliqué, il y a quelques subtilités, mais c'est somme toute assez simple. Et avec une page par scénario, ça aussi c'est assez facile donc à s'y retrouver. Ça reste un jeu qu'on a besoin quand même d'aller voir chacune des subtilités et souvent on va faire référence au livre, mais je vous conseille d'aller voir les vidéos, c'est peut-être ce qui est le plus simple. Alors je lui ai mis un 3 sur 5 au niveau des règles. Au niveau de la mise en place, vous avez vu, il y a énormément de matériel. On n'a pas énormément de tuiles. On a, je vous dirais, 5-6 tuiles de chacun des modèles. C'est recto verso. Certaines vont avoir des effets, mais la plupart du temps, ça reste qu'esthétique plus que d'autres choses, puisque on se déplace d'une pièce à l'autre. On n'a pas à interagir dans la pièce autre que lorsqu'on met des jetons. Donc la mise en place est quand même assez longue, faut savoir, pour ce type de jeu-là, puisque ça reste un jeu de dés à la King of Tokyo. Donc c'est de l'apparence est très très complexe, mais en réalité c'est très simple. Alors mise en place, je lui ai mis un 3 sur 5. L'artistique, comme je vous l'ai montré, c'est de toute beauté. Je lui ai mis un 9 sur 10. Au niveau mécanique, ça reste simple. Il y a quelques petites subtilités intéressantes avec les pièges. Quelques événements qui vont changer un petit peu la donne aussi au niveau du jeu. Sinon, ça ressemble beaucoup à un zombicide. Peut-être même un peu trop. J'aurais aimé ça un peu plus de subtilité. Et surtout, j'aurais aimé ça avoir la possibilité de rebrasser mes dés. Ça, c'est assez limitatif. Par contre, ça, c'est bien. Les sorts qu'on va ajouter et qu'on va pouvoir updater, dépenser des points d'expérience, ça c'est très très bien. Mais vraiment la mécanique de dés est un peu simple pour le type de jeu. Alors je lui mets un 6 sur 10 au niveau mécanique. Au niveau thématique, c'est un Tower Defense. Ça a l'air d'un Dungeon Crawler, mais c'est vraiment un Tower Defense. On va devoir donc travailler en équipe, un coopératif. Je lui ai mis un 3 sur 5, il n'y a pas beaucoup d'originalité là-dessus, mais ça rend bien, c'est juste des rôles inversés, parce qu'on va jouer les méchants par rapport aux villageois, mais ça pourrait être n'importe quoi. Alors, pointage, conditions de victoire au niveau des scénarios, ça c'est intéressant, il y a plusieurs types de conditions de victoire, plusieurs types de conditions de défaite aussi, certaines fois. Donc, ils ont quand même essayé de varier un petit peu pour que ça soit toujours une partie similaire d'une fois à l'autre. Ça, c'est bien. Je lui ai mis un 4 sur 5 au niveau pointage. Déroulement, c'est un jeu quand même qui se déroule bien parce que c'est un jet de dés et on n'a pas énormément de choix à faire. On peut réserver quelques actions. Mais ce qui est long, c'est vous avez vu, au début de partie, il n'y a personne sur le plateau, ça va bien, mais ça, c'est ce que ça ressemble à la fin. Il y a énormément de monde. Alors, c'est ce qui en fait, à un moment donné, qu'on passe plus de temps
à jouer les différents villageois que jouaient nos propres personnages. Je crois qu'on réussit à faire un bon ménage quand même. Mais pour ça, ça ressemble énormément à Zombicide avec le nombre de personnages à déplacer. Donc je lui ai mis un 3 sur 5 au niveau déroulement. Au niveau iconographie, les dés, c'est très bien. On s'y retrouve facilement. On a des faces de dés ici sur chacune des applications qui vont, des habilités vont pouvoir être utilisées avec les mêmes faces de dés. Même chose pour les pièges, on les achète avec les mêmes faces de dés. Ça, c'est bien. On a un peu de texte bon, au niveau des événements, au niveau de nos habilités, mais sinon, c'est correct. Alors, je lui ai mis un 3 sur 5. Rejouabilité, 14 scénarios dans la boîte de base. J'en ai 4 de plus là. On en a dans les extensions. Au niveau des personnages, j'en ai énormément. On a un petit rappel, on a le personnage, et chacun des personnages ont ses onglets différents, ses boîtes sont différentes également, le nombre de points d'expérience, le nombre de points de vie est également différent d'un personnage à l'autre. Ça c'est bien, mais donc ça reste des scénarios qui ne se jouent pas en campagne, c'est pas des scénarios successifs, c'est pas des progressions de personnages, c'est vraiment une série d'histoires l'une après l'autre. Il y a un petit peu de rappel certaines fois, mais c'est pas énormément. Donc c'est plus des aventures à faire, c'est plus des one-shot. On y joue une fois, on a du plaisir, puis on range tout ça, on recommence la prochaine fois. Alors, rejouabilité, je lui mets un 7 sur 10 et plaisir d'y jouer, je lui ai mis un 20 sur 30, qui est une note correcte, mais sur le total, ça fait une note de 69%. Ça passe pas la barre du 70 pour dire que c'est un jeu que je veux m'acheter absolument. C'est un jeu que j'aime essayer, que j'ai du plaisir à jouer, mais que j'additionnerai pas dans ma collection parce que j'ai pas énormément de mécaniques différentes dans le jeu qui fait en sorte qu'il dit oui, ça l'apporte de quoi de plus à ma ludothèque. C'est vraiment un Zombicide avec un King of Tokyo de dés. Il manque un peu de profondeur dans le jet de dés à mon avis. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de belles trouvailles, les pièges, la gestion des pièges et tout ça, ça c'est bien. La progression avec les barrettes ici, c'est bien. Ça reste simple, l'agréable du jeu, c'est que c'est un jeu très simple, on peut l'installer, on peut le montrer à quelqu'un, puis on peut rapidement rentrer dans le jeu sans avoir des tonnes de règles, malgré le fait que le livre est un peu long, mais ça se joue très simplement et très rapidement. Donc 69, c'est ma note pour le jeu. Ce qui fait que je ne participerai pas à la prochaine campagne. J'espère être capable d'y jouer quand même. Mais le jeu est assez élevé au niveau du prix parce que le matériel en vaut la peine. Mais ça reste un jeu simple. Du fait que donc je vais passer outre et je vais probablement attendre d'y jouer en ludothèque, soit au Randolph ou dans un autre bar à jeu. Alors c'était ma présentation du jeu Village Attack. Vous avez apprécié, pouce en l'air, commentaire de la vidéo, puis laissez-moi savoir si c'est un jeu pour votre ludothèque ou si vous allez participer à la campagne Kickstarter. Pour ma part, je passe. Alors, merci à tous, on se revoit très prochainement pour un autre jeu à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.